18h, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce dimanche 3 avril. Le conflit ukrainien s'exporte au Pakistan. Accusé de maladresse en politique étrangère, le Premier ministre pakistanais Imran Khan échappe à une motion de censure. Nous ferons également le point sur la situation sur le terrain en Ukraine. Gazprom lance officiellement le système financier en roubles. Elle s'est adressée officiellement à la Bulgarie concernant les modalités de paiement. Elles doivent être effectuées en roubles. Énergie toujours, l'Algérie et l'Italie renforcent leur partenariat énergétique. L'Algérie est un partenaire confiant et crédible, selon le président directeur général d'Eni. Et puis, hommage dans cette édition, la grande dame du cinéma algérien Yamina Bachir Chouir nous a quittés ce matin à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Elle a été inhumée cet après-midi au cimetière d'Al Alia à Alger. Et nous entamons cette édition par la crise politique au Pakistan sur fond du conflit ukrainien. Le président du Pakistan annonce la dissolution de l'Assemblée nationale à la demande du Premier ministre Imran Khan, qui a échappé plus tôt dans la journée à une motion de censure. Imran Khan est accusé par ses opposants de maladresse en politique étrangère, ayant accusé les États-Unis de vouloir son départ au vu de son non-alignement sur les positions américaines à l'égard de la Russie et de la Chine. Souhila Kilal. Le conflit ukrainien s'invite au Pakistan, plongeant le pays dans une crise politique sans précédent. Le Premier ministre Imran Khan accuse les États-Unis de vouloir son départ parce qu'il refuse de s'aligner sur les positions américaines à l'égard de la Russie et de la Chine. Ces accusations à l'encontre de Washington ont valu à Imran Khan la colère de l'opposition qui est montée au créneau. Accusé de mauvaise gestion de l'économie et de maladresse en politique étrangère, le chef de l'exécutif pakistanais a échappé dimanche à une motion de censure que le vice-président de l'Assemblée nationale du pays a refusé de soumettre au vote, car jugé, je cite, contraire à la Constitution et inspiré par des puissances étrangères. Pour ce rejet de la motion de censure, je félicite toute la nation. Je reçois des messages depuis hier. Ils étaient inquiets de ce qui se passait. Cette trahison avait lieu devant la nation entière. Les traîtres étaient assis et planifiaient cette conspiration. Dans la foulée, le président du Pakistan, Arif Alvi, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale à la demande du Premier ministre Imran Khan. Cette dissolution entraînera la convocation d'élections législatives anticipées sous 90 jours. Ce revirement intervient alors que Imran Khan était en mauvaise posture. Il avait perdu il y a quelques jours la majorité parlementaire nécessaire pour échapper à la chute. La police avait bloqué dimanche à l'aide de conteneurs les rues menant vers l'Assemblée nationale, alors que le Premier ministre avait appelé la veille ses partisans à manifester pacifiquement contre ce qu'il a qualifié de conspiration organisée à l'étranger pour le chasser du pouvoir. Mis sur pied depuis février dernier, le groupe de diplomates arabes envisage de se rendre à Moscou puis à Varsovie pour des pourparlers avec les chefs de la diplomatie des deux pays. L'objectif est de tenter d'apaiser le conflit. La délégation sera conduite par le ministre algérien des Affaires étrangères, Leïla Gertal. Le groupe composé de l'Égypte, la Jordanie, le Soudan, l'Irak, les Émirats arabes unis, du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, et de l'Algérie, représenté par son chef de la diplomatie, Ramtan Lamamra, a été mis sur pied juste après le 24 février, soit très peu de temps après l'éclatement de l'offensive russe en Ukraine, avec pour but de mener des concertations avec les protagonistes de la crise ukrainienne. Le groupe en question a tenu 2 réunions de coordination en visioconférence, avec la dernière en date samedi dernier, en prélude à la rencontre de Moscou avec le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, et l'Ukrainien Dmitry Kuleba,
En Pologne, la délégation s'envolera vers Moscou le 4 avril. Une rencontre confirmée par le ministère des Affaires étrangères russe sur son compte Twitter, sans plus de précision. La délégation sera conduite par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra. Elle a été annoncée dernièrement par l'ambassadeur de Russie en Algérie à la télévision algérienne. Cette visite est la résultante d'une des décisions prises par la Ligue arabe lors de sa dernière réunion ministérielle au Caire. Une ligue qui a connu un nouveau souffle depuis le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène politique sous l'impulsion du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Les deux délégations ukrainiennes et russes étaient en conclave à Istanbul pour évoquer plusieurs dossiers et parmi eux la question de la neutralité de l'Ukraine et de sa démilitarisation. Des négociations qui se sont soldées par un léger avancement salué des deux côtés. Nouhad Belkhatam. C'est un vent d'optimisme qui souffle sur le conflit russo-ukrainien. Après une semaine de pourparlers, les deux délégations russes et ukrainiennes sont arrivées à se mettre d'accord sur quasi toutes les questions. Durant ces pourparlers, c'est une approche plus réaliste que la partie ukrainienne a adoptée, notamment en ce qui concerne sa non-adhésion à l'OTAN et son statut de pays neutre sous condition. Kiev demande à ce que sa sécurité soit garantie par d'autres pays face à la Russie, une condition à laquelle Moscou doit répondre en vue d'un accord. C'est donc une approche plus réaliste que choisit d'adopter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ce qui est largement salué par le côté russe, qui rappelle tout de même qu'aucun projet d'accord n'est encore prêt à être soumis. Un accord qui permettrait d'envisager donc des réunions au sommet, notamment entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien. Les derniers pourparlers ont permis au camp ukrainien d'avoir une acceptation orale de pratiquement toutes ses positions, excepté celle de la Crimée. Moscou reste intransigeante sur la question. Reste à savoir ce qui lancera des prochaines discussions prévues demain, lundi. Et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, le Britannique Martin Griffiths, est aujourd'hui à Moscou afin d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu humanitaire en Ukraine. Selon le dernier bilan de l'ONU, qui ne cesse de s'alourdir, la guerre en Ukraine a causé la mort d'au moins 1276 civils depuis le 24 février, dont 115 enfants. Près de 2000 autres civils ont été blessés selon ce bilan. Une série d'explosions a été entendue à Odessa ce dimanche matin, causant de gros nuages de fumée. La ville portuaire de la mer Noire était jusque-là relativement épargnée par les assauts russes. Pendant ce temps, les combats se poursuivent dans certaines villes ukrainiennes, notamment dans l'est du pays. Les précisions avec Amin Touta. Il était 6 heures du matin, heure locale, lorsque la ville d'Odessa s'est réveillée sur les bruits des explosions après que des missiles russes ont ciblé le port. Au moins 3 colonnes de fumée noire et des flammes étaient visibles dans une zone industrielle. D'après les sources de la commune d'Odessa, l'attaque de roquettes n'a pas fait de victimes. Durant de longues minutes, les fumées noires ont dominé le ciel de la ville. Selon la défense russe, il s'agit de missiles en provenance de la mer qui auraient visé des sites de stockage. Ce matin, des missiles maritimes et terrestres de haute précision ont détruit une raffinerie et 3 sites de stockage de carburant et de lubrifiants près de la ville d'Odessa. Même si les alentours de la ville étaient ciblés auparavant, la région d'Odessa a été épargnée par les grandes opérations militaires. Toutefois, la menace d'un assaut russe reste réelle en raison du poids stratégique de la métropole sur la mer Noire et son influence économique sur le reste du pays. Plus au nord, au faubourg de la capitale, les autorités ukrainiennes disent avoir reconquis la région de Kiev après le retrait russe du nord du pays pour se concentrer sur l'est et le sud de l'Ukraine. Sur le plan humanitaire, l'évacuation des civils se fait progressivement au départ de Mariupol vers la région de Zaporijie via des corridors humanitaires depuis 2 jours. Le conflit en Ukraine, c'est aussi ce tollé provoqué par le scandale des laboratoires américains en Ukraine. La Russie accuse les États-Unis d'y développer des armes biologiques. Abdelkader Dariev. Le scénario est digne d'un film de science-fiction et pourtant Moscou déclare détenir des preuves. La Russie, par le biais du porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a indiqué disposer d'informations selon lesquelles une série de laboratoires avait été établie afin de développer des armes biologiques.
Le responsable russe a précisé que le Pentagone finançait ce programme, incluant un réseau de laboratoires biologiques autour de la Russie et du Bélarus. Le but étant de non seulement travailler sur des agents pathogènes, des microbes et des virus extrêmement dangereux, mais également sur des projets visant à concevoir de nouveaux types d'armes biologiques. Le ministère russe de la Défense avait même affirmé jeudi dernier que Hunter Biden, le fils du président américain, était directement impliqué dans le financement de ces projets. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Bélarus 24, Dmitry Peskov a aussi indiqué que les Américains tentaient de détourner l'attention de la question de ces laboratoires, précisant que ce dossier concernait la Russie ainsi que de nombreux autres pays. Des révélations rendues possibles grâce à ce que Moscou qualifie d'opération militaire spéciale. Les députés russes ont formé une commission pour enquêter sur les laboratoires biologiques contrôlés par les États-Unis en Ukraine. Les États-Unis qui doivent aussi rendre des comptes à la Chine. Wu Qian, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, ayant demandé jeudi dernier des explications à Washington. La société énergétique russe Gazprom Export s'est adressée officiellement à la Bulgarie concernant les modalités de paiement des livraisons de gaz. Elles doivent être effectuées en roubles russes. Mohamed Ouali Ben Shaban. Le géant russe Gazprom Export s'est adressé officiellement à la Bulgarie pour l'obliger de payer les livraisons de gaz en monnaie locale. Nous avons reçu une demande officielle de paiement du gaz en roubles. Cependant, notre pays a l'intention de respecter la position pan-européenne lors du paiement du gaz et de ne pas céder à la pression. Il n'y a aucune disposition dans les accords actuels selon laquelle le paiement du gaz peut être effectué en roubles. Le prix du gaz est labellé dans la devise des contrats en cours, soit le plus souvent en euros ou en dollars. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, annonce que la décision de fixer le prix du gaz russe en roubles n'avait pas été prise dans le but de discipliner l'Occident, mais plutôt dans l'intérêt de l'économie russe à cause des sanctions imposées à la Russie. En cas de refus de paiement en roubles, la Russie arrête les contrats en cours. La Bulgarie envisage de revoir les mécanismes de paiement proposés par Gazprom. Bien sûr, dans un conflit militaire, le respect des relations contractuelles peut être remis en cause. Donc je ne peux pas prédire ce qui se passera exactement à la mi-avril. Il faudra voir comment fonctionneront les mécanismes de paiement proposés par Gazprom. La mesure de Kremlin est en réponse au gel de quelques 300 milliards de dollars des réserves en devises dans la Russie disposées à l'étranger. Une sanction décidée par les Occidentaux en représailles à l'offensive russe en Ukraine. Énergie toujours, mais en Algérie. Cette fois-ci, le groupe algérien Sonatrach et l'italien Eni ont élargi leurs discussions dans le cadre de l'approfondissement du partenariat stratégique et historique qui lie les deux pays. Le ministre algérien de l'énergie et des mines a indiqué dans un communiqué, le ministère plutôt a indiqué dans un communiqué à l'issue de la réception du ministre Mohamed Al-Qab, le PDG du groupe italien Claudio Descalzi, que la rencontre est une occasion pour les deux parties d'échanger sur les questions liées à la commercialisation du gaz et du développement des projets communs dans les secteurs du pétrole, du gaz et des carburants verts, sans révéler plus de détails. Et le président directeur général de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, s'est lui aussi entretenu avec Claudio Descalzi. Ils ont abordé la question de l'approvisionnement en gaz de l'Italie ainsi que les initiatives à court et moyen terme, une opportunité pour augmenter l'approvisionnement en gaz à l'Italie à travers le gazoduc Transmed Enrico Mattei. La même source souligne que cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'initiatives visant à renforcer le partenariat entre Sonatrach et Eni et les principales questions abordées ont porté sur les investissements en cours et à la production d'hydrocarbures au niveau des champs exploités des deux sociétés ainsi que les perspectives à l'avenir. Et en Algérie, toujours, et à l'occasion du massacre du Ramadan, le président Abdelmadjid Tebboune a signé aujourd'hui un décret présidentiel graciant 1076 détenus ayant été jugés. Abdelmadjid Tebboune a également demandé de prendre des mesures clémentes en faveur de 70 accusés dans des affaires liées à des troubles à l'ordre public.
Et au Maroc, le journaliste marocain et défenseur des droits humains Omar Radi a été transféré de la prison de Casablanca à celle de Tiflet, a affirmé samedi son père, dénonçant un durcissement des conditions de son incarcération. Arrêté et inculpé en juillet 2020, Omar Radi, 35 ans, connu pour ses positions critiques envers le Merzen, a été condamné en appel le 3 mars à 6 ans de prison ferme dans une double affaire d'espionnage et de viol, accusation qu'il a toujours niée. Et la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental sera au menu du Conseil de sécurité de l'ONU le 20 avril prochain. Cette rencontre aura pour objectif de proroger la mission de la MINURSO pour les prochains mois. Et les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi samedi leurs attaques contre les positions de retranchement et des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes. Selon le ministère de la Défense sahraoui, les unités de la PLS ont ciblé les forces de l'occupant marocain par des bombardements intenses dans les régions de Laged et Agrara Fersik, relevant donc du secteur de Mahbes. Nous vous l'annoncions hier, les forces armées du Mali ont enregistré une victoire éclatante sur les groupes terroristes localisés dans le centre du pays. C'est ce qu'a rapporté un communiqué du ministère malien de la Défense. Ce succès vient couronner une opération de grande ampleur lancée depuis des semaines par l'armée malienne pour endiguer la menace terroriste. Sofiane Barouti. Une offensive générale est menée par les forces armées du Mali contre les principaux fiefs terroristes dans le centre du pays. À ce propos, le Premier ministre Choguel Maïga a déclaré, se félicitant de l'action antiterroriste menée depuis des semaines, que, je cite, « Ces succès sont obtenus grâce aux hommes et par la mise à disposition d'équipements aériens et terrestres. Et cela démontre si besoin le souci constant des plus hautes autorités du pays de préserver la vie des troupes engagées sur les différents théâtres d'opération à travers le pays. » L'état-major général des armées maliennes a informé l'opinion nationale et internationale que du 23 au 31 mars 2022, une opération aéroterrestre de grande envergure a été menée dans la zone de Moura, à 17 km au nord-est de Kouakrou, dans le cercle de Djenné. Cette opération, à printemps, fait suite à des renseignements précis qui ont permis de localiser la tenue d'une rencontre entre différentes Katibas à Moura, un des fiefs terroristes depuis quelques années. Ce succès opérationnel vient sanctionner la nouvelle séquence après le retrait de Barkhane du Nord, Mali. Le bilan de la présence militaire française était très critiqué, principalement dans l'objectif de lutte contre le terrorisme. Ce qui ressemble à l'échec du G5 Sahel, initié par Paris, semble aujourd'hui entériné. Les pays de la région se tournent vers de nouveaux partenaires sécuritaires. L'Algérie, qui dispose d'une solide expérience en matière sécuritaire, n'a pas ménagé ses efforts pour soutenir le Mali à se défendre contre la menace terroriste. Les accords d'Alger sont aussi un cadre visant à maintenir le dialogue et l'entente pour garantir l'unité territoriale, la réconciliation nationale et l'entente fraternelle dans ce grand pays africain. Une offensive. Une vingtaine de personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'attaque d'une mine d'or artisanale dans le nord du Burkina Faso. Plusieurs dizaines d'hommes armés à bord de motocyclettes ont attaqué le site d'orpaillage de Kougdigouin, près de Barga. Au total, depuis 3 semaines, près de 80 civils et militaires ont été tués dans des attaques similaires attribuées à des groupes armés. En Palestine, suite au meurtre de 3 jeunes Palestiniens par l'armée d'occupation sioniste, le mouvement palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 15 ans, promet des représailles. Naïla Hamouda. La résistance palestinienne monte au créneau. Le mouvement Hamas promet des représailles. Il compte intensifier ses réponses contre les exactions de l'armée d'occupation après l'assassinat de 3 Palestiniens en Cisjordanie. Hamas a déclaré dans un communiqué que les crimes continus de l'occupation présagent une explosion totale qui sera encore plus puissante, plus douloureuse et plus misérable que toutes celles qui l'ont précédée et qui sera rejointe par le peuple sur les terres occupées où qu'il se trouve.
Le gouvernement palestinien a pour sa part condamné le meurtre des 3 Palestiniens. Il appelle à la formation d'une commission d'enquête internationale sur ce énième crime commis par l'armée sioniste. Pour rappel, 3 Palestiniens ont été tués hier matin par les forces de l'occupation dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ils sont membres du djihad islamique. Ces nouvelles exécutions ciblées interviennent 2 mois après la liquidation par les forces spéciales de 3 autres Palestiniens à Naplouse. Leur véhicule a été criblé de balles. L'opération sauvagement exécutée a jeté l'émoi parmi la population palestinienne. Elle a été suivie d'une forte indignation des autorités palestiniennes. La liquidation des Palestiniens, la spoliation de leurs terres en violation du droit international reste la politique habituelle de l'entité sioniste, appliquée au vu et au su du monde. Et une potentielle amélioration de la situation humanitaire au Yémen est envisageable après l'annonce de la trêve de 2 mois entre la coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Houthis. Entre pauvreté, manque d'eau potable et famine, l'ONU espère ouvrir la voie de la paix dans le pays. Nariman Zakar. Un nouvel espoir de paix surgit au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, après plus de 7 années de guerre acharnée. Un cessez-le-feu entre en vigueur pour les 2 prochains mois sur les terres yéménites, longtemps ravagées par un conflit ayant fait des centaines de milliers de morts. L'Organisation des Nations Unies est parvenue juste avant le début du mois sacré de Ramadan à mettre d'accord les forces pro-gouvernementales yéménites et les Houthis engagés depuis 2015 dans une guerre dévastatrice. L'annonce de cette trêve intervient après que des consultations intra-yéménites se sont tenues mercredi dans la capitale saoudienne Riyad, en l'absence du mouvement Ansar Allah, refusant tout dialogue en territoire ennemi. La capitale Sanaa, ainsi que le port de Houdaïda, principale attache de réapprovisionnement, sont toujours aux mains des Houthis. Cet affrontement a plongé le pays dans une crise économique sans précédent. Désormais, 80% de la population dépend des aides internationales afin de survivre et de subvenir à leurs besoins. Depuis juillet 2014, la guerre a fait plus de 380 000 morts selon l'ONU, dont une majorité de décès indirects liés à la faim, aux maladies et au manque d'eau potable, tandis que des millions d'autres ont été déplacés. Les Nations Unies comptent sur ce cessez-le-feu pour mettre le pays sur la voie d'une potentielle sortie de crise après qu'une première trêve décidée en 2016 fut rompue et n'ayant pas permis d'aboutir à la paix. Et culture à présent, nous vous le disions en titre, la disparition d'une grande dame du cinéma algérien. Yamina Bachir Chouir nous a quittés ce matin à l'âge de 68 ans des suites d'une longue maladie. Elle a été inhumée cet après-midi au cimetière d'El Alia à Alger. Yamina Bachir Chouir est pleurée par le monde cinématographique algérien. Amira Beja. Le monde du cinéma est en deuil. Yamina Bachir Chouir nous a quittés. Elle s'est inscrite parmi les figures les plus importantes du monde cinématographique algérien. Yamina a commencé sa carrière en 1975 en tant que script dans des films cultes. Omar Gatlatou de Merzaq Alwesh ou encore le film Vent de sable de Lakhdar Hamina. Puis monteuse dans plusieurs réalisations de Mohamed Chouir, dont elle devient l'épouse. Son premier film, qui porte le nom de la Chida, voit le jour en 2002. Un film retraçant les années du terrorisme en Algérie, primé dans de nombreux festivals, dont le Festival du film de Londres. En 2010, elle consacre un documentaire intitulé « Hier, aujourd'hui et demain », où elle souligne l'engagement des femmes algériennes pendant la guerre de l'Algérie. Ce dimanche, Yamina Bachir Chouir s'est éteint, laissant le monde du cinéma en pleurs. Son engagement pour la défense des droits des femmes et son amour pour son pays marquera à jamais son parcours de femme dans le monde du cinéma. Et pour finir, Coupe de la Confédération africaine, la JS Saoura joue en ce moment même sa dernière chance pour passer en quart de finale face au Royal Léopard d'Eswatini. À l'occasion de la 6e et dernière journée du groupe B de la phase de poule, la JS Saoura 3e du groupe n'a pas son destin entre ses mains puisqu'elle devra attendre le résultat du club libyen d'Al Ittihad qui joue
joue en ce moment même d'ailleurs face à Johannesburg, face au leader Orlando Pirates, qualifié avant cette ultime journée. La JS Saoura, le Royal Léopard, le score est de 2-0 en faveur de la JS Saoura à la 69e de jeu. Par contre, pour ce qui est du Orlando Pirates et Al Ittihad, c'est le nul partout, 0-0 partout à la 67e minute de jeu. Pour le moment, la JS Saoura est toujours éliminée. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Madame Zien Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.